Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des explorations philosophiques consacrées à Tchernobyl que j'ai intitulée « Inépuisable nature ». Les barrages, les checkpoints se succèdent. Des agents de sécurité contrôlent imperturbables la radiation des voitures. Et toujours, comme l'infinie musique de fond, le grésillement des instruments de contrôle, comme pour nous rappeler que rien à Tchernobyl n'est plus normal, ne sera plus normal. On pressent qu'à quelques kilomètres de là gît un lieu autre, complètement autre, qui constitue comme une brèche ou comme un vide dans la texture bariolée de notre monde. Les barrages matérialisent cette distance tout autant que les dosimètres. Un vide donc, une béance, un nouvel enfer, un enfer contemporain, semblable à celui que nous décrit Homère dans son Odyssée, lorsqu'Ulysse voit apparaître les morts, qui remontent à la surface. À Tchernobyl, à Pripyat, notre imagination se met en branle et apparaissent des temps révolus, des temps morts, des temps qui jamais ne reviendront. Car Pripyat est un temps mort, un temps où rien ne se passe, un temps où rien ne passe. Affleurent dans notre conscience les souvenirs que nous n'avons pas vécus de ces habitants réveillés en pleine nuit, ce 26 avril 1986, par la détonation de l'explosion, le doute, la peur qui furent les leurs, leur évacuation, et finalement ces existences, par nature fragile, mais broyées à jamais par la catastrophe nucléaire. Comme j'avais commencé à le dire la dernière fois, Tchernobyl illustre, en tant que site abandonné, ce que pourrait être notre monde sans l'homme. Possibilité dont avait conscience Gunther Anders dans son ouvrage L'obsolescence de l'homme, en 1945, après Hiroshima et Nagasaki. Et pourtant, comme je ne vous cesse de le répéter, le développement technique vise en son origine même l'édification d'un monde proprement humain. Et mon propos ne vise pas du tout à une condamnation de la technique, ce serait ridicule, mais à une critique de la technique. À une critique au sens d'une enquête à son propos. La découverte, c'est en quelque sorte des usages qu'il convient de faire de la technique pour atteindre son objectif, le monde proprement humain. De Tchernobyl, de Pripyat, il reste la nature, qui semble avoir repris ses droits au fil des années. Une nature inhospitalière, là où on ne peut se tenir pour y vivre, pour y exister, là où on ne peut qu'observer l'hostilité même de cette nature. Une nature vierge que viennent seulement perturber quelques explorateurs aujourd'hui. Mais qu'avons-nous fait à la nature ? Par-delà, cette nature inhospitalière du Pripyat actuel, que nous dit Tchernobyl de notre rapport à la nature? En quoi Tchernobyl est-il exemplaire de notre rapport à la nature aujourd'hui? Rassurez-vous, je ne ferai pas l'hypothèse et l'éloge d'un hypothétique retour à la nature. Ce retour me semble fantasmatique et par là même infondé. La nature, par définition, c'est ce qui est vierge. C'est là où l'homme n'intervient pas. C'est là où l'homme ne construit rien. Or, vivre implique forcément de transformer la nature, de l'exploiter, d'en faire usage pour produire ce qui est nécessaire à notre survie, pour produire donc des artifices.
à la faveur de ces artifices, par ces artifices et à cause de ces artifices, nous transformons donc la nature au moyen de la technique et au moyen de notre travail. Nous nous servons en quelque sorte de la nature. Nous mettons en relation des propriétés naturelles pour produire quelque chose de nouveau, d'inédit et de culturel dans la nature. Et par là même, nous dépassons la nature. La nature ne peut être vierge que là où l'individu n'est pas. Et là où l'individu est, là où l'individu vit, là où l'individu se tient, la nature vierge n'est pas. La nature vierge n'est plus, mais la nature est transformée. La question alors que je voudrais poser revient plutôt à se demander quel usage, au moyen de la technique, faisons-nous aujourd'hui de la nature? Dans cet usage, il y a eu un tournant que Tchernobyl incarne, et dont Tchernobyl illustre les effets. Je vous propose, pour illustrer ce tournant, de faire un petit détour, comme d'habitude, par un texte de Martin Heidegger, qui s'appelle « L'essence de la technique », et que vous trouverez publié dans un recueil qui s'appelle « Essais et conférences ». Dans ce texte, Heidegger s'interroge au sujet de la technique. Quelle est l'essence de la technique? Qu'est-ce que la technique? Et selon lui, selon Martin Heidegger, l'essence de la technique n'a rien à voir avec la technique. C'est-à-dire que l'essence de la technique n'est pas technique. Réfléchir, en quelque sorte, sur l'essence de la technique consiste à en rejeter les définitions toutes faites, les définitions trop faciles, comme la technique est un moyen en vue de certaines fins, ou encore la technique est une activité de l'homme, qui est une définition anthropologique. Ces définitions sont exactes, elles ne disent rien de faux, mais cela ne nous permet pas de saisir véritablement la technique et par là même de saisir le rapport que nous entretenons avec la nature grâce à la technique, ou à cause de la technique. Mais néanmoins, la conception instrumentale de la technique nous permet de produire certaines choses, nous met sur la voie. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle fait apparaître la notion de cause. La cause, par définition, vous le savez, c'est ce qui produit un effet. Pour les Grecs, la cause, qu'ils appelaient l'aïtion, c'est ce qui répond d'une chose, au sens où les causes font apparaître quelque chose, au sens où les causes libèrent quelque chose. Elles conduisent une chose vers son apparaître. Et ce qui surgit donc, à la faveur de ces causes, c'est donc la production d'une chose, ce que les Grecs appelaient une poiesis, une fabrication, une production plutôt. Non pas tellement une fabrication, plutôt une production. Car la poiesis, en grec, c'est bien la production. Donc pour Heidegger, la technique, avant tout, parce qu'elle est poiesis, est une production. Et constitue un mode de dévoilement. Pourquoi la technique constitue-t-elle un mode de dévoilement? Tout simplement parce que la technique, parce qu'elle est production, en tant que production, consiste à faire advenir quelque chose de nouveau dans le monde, à produire quelque chose de nouveau dans le monde. L'artisan, par exemple, qui recourt à une technique, qui a une technique, un homme de l'art, en quelque sorte, eh bien, nous dévoile un objet. Le cordonnier, aussi prosaïque que soit cet exemple, nous révèle une paire de chaussures. La technique, donc, parce qu'elle est production et donc dévoilement, apparaît pour nous, à ce moment-là, comme un producteur, comme un opérateur de présence. La question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que la technique moderne peut être encore conçue comme une production, comme un opérateur de présence? Est-ce qu'elle est régie par ce mode de fonctionnement? Heidegger nous donne cette réponse,
car justement son détour par la Grèce nous permet de mieux saisir la technique moderne. Selon Heidegger, la technique moderne est toujours un mode de dévoilement, mais selon une toute autre logique, selon une toute autre dynamique. En effet, pour Heidegger, la technique moderne est devenue un raisonnement. En allemand, ça se dit Gestell. La technique moderne, donc, est devenue un raisonnement. Nous arraisonnons, en quelque sorte, la nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, que nous arraisonnons la nature? Eh bien, nous mettons en demeure la nature de nous livrer une énergie susceptible d'être extraite, transformée et accumulée. Nous interpellons la nature, en quelque sorte. Nous provoquons la nature. Dans provoquer, vous retrouvez le latin d'ailleurs vocare, qui veut dire appeler. Nous appelons la nature, nous la sommons de nous donner quelque chose. Nous la sommons de nous donner, de nous livrer des matières premières que nous transformerons, que nous accumulerons et qu'ensuite nous distribuerons. Et le meilleur exemple de ce phénomène d'accumulation, de mise en demeure de la nature pour qu'elle puisse nous donner des matières premières, c'est bien la centrale nucléaire de Tchernobyl. On accumule de l'uranium pour le transformer, et transformer justement pour produire de l'électricité que l'on va accumuler et qui va ensuite être distribuée. Et en effet, Tchernobyl était une centrale nucléaire qui devait et qui fournissait d'ailleurs une grande partie de l'électricité de l'URSS. Donc, dans Tchernobyl, nous voyons bien cette logique de prédation de la nature, d'accumulation, d'appropriation. Autrement dit, dans la technique moderne, et qui s'illustre très bien avec Tchernobyl, nous ne créons plus, à partir de la nature, un objet. Nous ne dévoilons plus, à partir de la nature, un objet, mais nous dévoilons la nature. Et nous la dévoilons comment? Eh bien, nous dévoilons la nature comme un fond, comme un stock dans lequel nous pouvons puiser inépuisablement, j'aurais envie de dire. Cet arraisonnement, donc, crée la nature, dévoile la nature comme un immense fond, comme un immense stock dans lequel nous pourrions nous servir de façon inépuisable, inépuisablement. Pour Heidegger, la nature est devenue un stock, notamment sous l'influence de la physique expérimentale moderne, qui interroge la nature, qui représente la nature comme un complexe calculable de force. Les individus, eux-mêmes, selon Heidegger, sont appelés dans ce dévoilement qui est l'arraisonnement, sont appelés à mettre en œuvre cette accumulation, à dévoiler la nature comme un fond. Et ils sont tellement appelés dans cet arraisonnement, ils sont tellement mis en demeure eux-mêmes de mettre en demeure la nature comme un immense fond, comme un immense stock, qu'ils ne perçoivent plus leur rapport à la nature comme étant un arraisonnement en tant que tel. Ainsi, dans la technique moderne, selon Heidegger, nous ne sommes même plus capables de saisir que notre rapport à la nature est un rapport instrumental, est un rapport d'appropriation, est un rapport d'accumulation. Tchernobyl, donc, je le répète, en tant que complexe nucléaire monstrueux, exemplifie par l'accumulation d'uranium la voie qu'a prise la technique moderne. Nous avons aujourd'hui un rapport instrumental à la nature, où la nature, finalement, c'est quelque chose dans lequel nous pouvons nous servir. Que nous nous servions de la nature, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous ne percevons pas que nous nous servons de la nature et que nous faisons de la nature un fond, un stock. Par là même, nous ne sommes plus susceptibles de pouvoir contrôler notre appropriation des matières premières de la nature. Nous ne sommes plus susceptibles de pouvoir considérer les équilibres naturels que nous perturbons et détruisons et qui demeurent pourtant essentiels à notre existence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exploiter la nature. Je crois que la nature est forcément exploitable
puisque nous sommes des individus, puisque nous sommes des êtres humains, nous devons exploiter la nature. Il en va de notre survie même. Je dis juste qu'il faut percevoir quel rapport nous avons avec la nature, pour justement saisir les dangers que peut produire ce rapport. Prendre conscience, par exemple, que nous avons trop considéré la nature comme un fonds inépuisable, comme un simple stock, comme une simple réserve. Et en effet, nous prenons plus à la nature qu'elle peut nous donner. La nature ne se régénère pas en ce moment aussi vite que nous lui prenons. Pourquoi ? Parce que nous sommes tout simplement devenus trop habitués à considérer la nature uniquement d'une manière instrumentale. Toute vie implique des besoins, et les besoins élémentaires, alimentaires également, doivent aller puiser dans la nature. Mais la technique moderne, nous le voyons, parce qu'elle ne réfléchit pas sur elle-même, parce qu'elle ne réfléchit pas sur le rapport qu'elle entretient avec la nature, nous livre un imaginaire, en quelque sorte mortifère. Considérer la nature comme ce dans quoi on peut se servir, voire même en quelque sorte un inconscient, puisque notre rapport à la nature n'est même plus médiatisé par une représentation. Nous n'avons plus une représentation de la nature. La nature est là, c'est quelque chose qui est sous la main et auquel nous ne pensons pas. Et donc c'est bien ce tournant qui caractérise la technique moderne. Nous devons donc penser la nature. Nous devons penser le rapport que nous entretenons avec la nature par le biais de la technique. Non pas pour ne plus toucher à la nature, mais pour entretenir une véritable représentation correcte de la nature, pour savoir ce qu'est la nature, et non plus la considérer comme, dirait Heidegger, j'emprunte une expression à Heidegger qui peut sembler un peu barbare, mais qui est très simple, comme un étang sous la main, comme quelque chose que j'ai sous la main, et dont j'ai simplement, dont j'aurais simplement en quelque sorte à bouger mon bras pour en prendre quelque chose. La nature n'est pas cela. La nature fait partie de notre existence, mais nous devons faire attention à ce que la nature puisse survivre, pour que la nature, ces équilibres naturels qui sont décisifs pour notre existence, puissent continuer à perdurer. Et Tchernobyl, en quelque sorte, par cette volonté d'aller toujours plus loin, car derrière Tchernobyl, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une ambition politique, il y avait une ambition d'indépendance politique, d'indépendance énergétique. Il y avait encore une fois, nous retombons sur la même problématique, il y avait une logique de puissance. Et à considérer uniquement la nature comme un fond, Tchernobyl, quelque part, a pris aussi la nature comme un fond, c'est-à-dire la nature qu'on peut exploiter, un fond sur lequel justement on peut mettre cette centrale nucléaire. Quoi qu'il puisse arriver. Eh bien, justement, en considérant la nature comme un fond, nous perdons justement un rapport, je ne dirais pas authentique avec la nature, car je crois que le retour à la nature hypothétique de certains est faux. Logiquement, c'est une contradiction, comme je l'ai montré. Mais nous devons penser ce rapport instrumental-là avec la nature pour avoir un rapport instrumental bien compris, pour avoir un rapport instrumental bien dosé, bien pondéré. Et c'est ça qui peut nous permettre de comprendre en quelque sorte les équilibres naturels, nous faire une autre représentation de la nature, pour respecter la nature, mais aussi pour faire perdurer une coexistence pacifique en quelque sorte avec la nature, entre la nature et nous-mêmes. Donc voilà quelques pistes de réflexion que je voulais vous proposer sur la question de la nature, que j'ai dans cette vidéo que j'ai intitulée « Inépuisable nature » avec des parenthèses, parce qu'on puise dans la nature, mais la nature est-elle inépuisable? Je ne le crois pas. Elle peut devenir justement totalement, en quelque sorte, détruite dans ses équilibres naturels. Elle ne peut ne plus rien avoir à nous offrir, elle peut se retourner contre nous. Et se servir de la nature, si vous voulez, n'est pas en quelque sorte antinomique du fait de ne plus de respecter la nature, mais suppose un rapport bien compris avec la nature. Et tant que nous n'aurons pas pris conscience dans la technique moderne de cette représentation en quelque sorte inconsciente que nous faisons de la nature comme un stock, eh bien à partir de ce moment-là, la nature ira à sa perte et nous suivrons également le même chemin. Donc voilà ma conclusion. Bien évidemment, on pourrait étayer, on pourrait explorer davantage ces pistes de réflexion, mais je pense qu'elles sont
tout de même aujourd'hui assez décisif pour penser le rapport entre la technique et la nature, sans forcément considérer la nature uniquement comme une réserve de matière première, et sans tomber dans le fantasme un peu rousseauiste d'un retour à la nature, qui me semble de toute façon contradictoire logiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, j'espère que ces séquences de vidéos sur Tchernobyl vous plaisent, en tout cas nous on prend beaucoup de plaisir à les réaliser. Si elles vous plaisent, en tout cas, n'hésitez pas à les liker pour nous encourager, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à nous faire part, encore une fois, de nos suggestions pour améliorer des choses, pour nous faire part également de vos désaccords dans nos analyses. Et en attendant la prochaine vidéo, pour ma part, je vous dis à bientôt, notamment sur le site eSophia.